Là, les rafales de vent pour la tempête Ciarán, on voit qu'on a atteint 207 km/h à la pointe du Raz. 1,2 million de foyers privés d'électricité, compte Free, la Free 1337, qui nous annonce 466 relais en panne. Principalement, dans la plupart des cas, il s'agit de problèmes d'alimentation électrique. Ça, c'est une carte que j'ai trouvée, je vous mets le lien sous la vidéo. Une carte de l'ARCEP qui donne l'état des réseaux mobiles en Bretagne. Tous les opérateurs confondus. Chaque fois que vous voyez un point sur la carte, c'est soit une station de base qui est complètement en rade, la plupart du temps parce qu'il n'y avait pas de courant, soit partiellement en rade, partiellement endommagé ou partiellement fonctionnel. Le RRF, du coup, ce qui est bien grâce à tout ça, et comme c'est une bénédiction, c'est qu'on peut faire un premier retour d'expérience sur le réseau RRF avant même qu'il soit mis en place. C'est ça, c'est ce qui est formidable, grâce à ces tempêtes. Ce qu'on voit, c'est que le fonctionnement, il est non garanti pendant et après la tempête. Là où les tempêtes, en l'occurrence, c'était les tempêtes. Donc impossible de s'appuyer avec fiabilité sur les réseaux des opérateurs mobiles français parce qu'on a vu que, 1, sans courant, il ne fonctionnait pas longtemps. 2, il y avait peut-être aussi des dégâts qui étaient causés par les tempêtes. Ensuite, le temps de rétablissement garanti par contrat de 6 heures, il n'est pas tenable à une telle échelle. Il y a quelques jours, les tempêtes Ciarán et Domingos ont balayé la France. Avec une rafale mesurée à 207 km/h au niveau de la pointe du Raz, les vents ont occasionné de gros dégâts, principalement en Bretagne et en Normandie, où certains départements étaient placés en vigilance rouge par Météo France. De nombreux foyers se sont retrouvés privés d'électricité et de nombreuses infrastructures comme les réseaux de téléphonie fixe et mobile ont cessé de fonctionner. Toutes ces pannes mettent en lumière différentes faiblesses qu'il va absolument falloir corriger avant la mise en place du RRF. Le RRF, c'est le réseau radio du futur. L'entrepreneur que je suis a décidé d'aborder cette vidéo sous un angle positif en faisant partie de la solution plutôt que du problème. En ce sens, je vais vous expliquer pourquoi ces deux tempêtes tombent à pic et pourquoi elles sont une formidable opportunité pour le RRF. On y va, c'est parti. Je vous montre ça tout de suite, mais juste avant, générique. Alors, avant de commencer cette vidéo, je voulais tout d'abord adresser un message de soutien et un grand merci à toutes les équipes qui se sont mobilisées. Les équipes de secours, pendant ces deux tempêtes qu'on a connues, qui ont balayé la France, Ciarán ou Ciarán, excusez-moi pour la prononciation, moi je dis Ciarán, mais certains disent Ciarán, vous m'excuserez, je vais dire Ciarán et Domingos. Donc les équipes de secours, les équipes d'Enedis, ou d'EDF en général, qui ont été chargées de remettre en service tous les réseaux électriques, tous les opérateurs téléphoniques qui ont dû bien bosser aussi, parce qu'il a fallu remettre en service le réseau électriquement, et j'imagine qu'il y a peut-être eu quelques antennes arrachées, tous les élus municipaux, services municipaux en général, les services de proximité, tous les services techniques, municipaux, régionaux, peut-être nationaux aussi, tout ce qui est service de sécurité civile. Et merci enfin, je le dis, aux politiques clairvoyants, parce qu'il y a eu des décisions qui ont été prises au niveau politique et qui ont permis d'anticiper les besoins et de préparer l'envoi des équipes spécialisées en amont. Je pense notamment à Enedis avec sa force d'intervention rapide, la FIR, force d'intervention rapide électrique, et la FARN, je crois que c'est force d'action rapide nucléaire, qui ont été mobilisées toutes les deux sur la remise en service des réseaux, mais surtout qui ont été prépositionnés en Bretagne avant, afin de pouvoir intervenir plus rapidement. Donc bravo à ces politiques et merci à eux, pour une fois un peu de positif, ou merci à eux pour cette clairvoyance et pour ces bonnes prises de décision qui servent l'intérêt collectif et l'intérêt de la nation. Alors, je vous propose un rapide petit point sur les deux tempêtes qui ont balayé la France il y a quelques jours, Ciarán et Domingos. Tout d'abord, Ciarán. Il y avait 3 départements, si vous vous souvenez, dans le secteur Bretagne et le secteur Normandie qui étaient en vigilance rouge. C'est pas souvent qu'on a des vigilances rouges. Pour vent violent, il y avait aussi des histoires de vagues submersion. Donc là, c'est la source Météo France. Vous pouvez retrouver le bulletin qui a été émis le 1er novembre à 6 heures. La tempête ayant eu lieu dans la nuit du 1er au 2 novembre 2023.
Ensuite, là, c'est tiens, je me suis amusé à trouver le nom des futures tempêtes. Alors, on voit pas Ciaran, Ciaran, on la voit pas. On voit Aline, Bernard, Céline, Domingos, le 4 et 5 novembre. Je sais pas pourquoi Ciaran ou Ciaran n'apparaît pas. Peut-être que c'est un autre organisme qui l'a nommé, et donc on peut voir tous les noms des tempêtes qui vont suivre. Tiens, il y en a même une, je me suis amusé, elle s'appelle Louis. Bah, écoutez, ce sera la tempête, ma tempête. Qui sait, je vous ferai peut-être une vidéo à l'issue, et je vous promets une bonne grosse tempête, histoire de bien éprouver les systèmes. Mais comme la prochaine fois que je ferai cette vidéo, on aura renforcé considérablement nos systèmes, il n'y aura pas de problème, vous allez voir, ce sera top. Donc voilà, je vous promets une super tempête, mais ça va super bien fonctionner. Ça, vous pouvez retrouver évidemment sur la chaîne météo. Ensuite, là, les rafales de vent. Pour la tempête Ciaran, on voit qu'on a atteint 207 km/h à la pointe du Raz. C'est pas mal, 207. Globalement, là, sur cette partie-là, on était supérieur à 150 km/h sur la partie Bretagne, la pointe de la Bretagne. Et sur tout le reste du littoral et toute la partie Normandie, on était grosso modo au-dessus des 100 km/h. Donc on voit que ça a quand même bien soufflé pendant plusieurs heures, entre mercredi midi et jeudi 9h. Vous voyez, ça fait quand même c'est les rafales maximales observées, ça fait quand même pas mal de vent et pas mal de km/h. La vitesse était assez importante. Ensuite, également pour Domingos. Alors Domingos, elle est passée un peu plus bas, là, plus au sud, elle a attaqué la façade atlantique. On voit que la façade atlantique, là, grosso modo, à cet endroit-là, un peu au-dessus, entre les Landes et un peu au-dessus, eh ben, on était au-dessus des 100, 110, 120, là on voit 121, 131, 152 km/h, donc c'était aussi beaucoup. Et sur les terres, on était supérieur à 80 km/h, donc un bon petit vent aussi. Là, c'est deux tweets que j'ai sortis, qui ont été publiés le matin du 2 novembre, juste après Ciaran. Donc 1,2 million de foyers privés d'électricité, forcément les lignes étaient tombées, avaient été arrachées, les arbres étaient tombés sur les lignes. Et Free également, le compte, vous pouvez voir le compte Free, là, Free 1337 sur LinkedIn, qui nous annonce 466 relais en panne. Il y en a eu plus par la suite parce que la tempête s'est déplacée vers la Normandie, mais là le premier bilan qu'on avait à 8h20, le matin du 2 novembre, quand on voit le tweet, là, c'était 466 relais en panne, principalement. Dans la plupart des cas, il s'agit de problèmes d'alimentation électrique, donc principalement à cause de coupures électriques. C'est ce qui est précisé dans les tweets. Donc ce qu'on voit, c'est que finalement, le réseau, il n'a pas tenu. Il y avait peu ou pas de batterie de secours, et donc la rupture des liens et des lignes électriques côté EDF a fait que le réseau mobile côté Free et du côté des autres opérateurs est tombé. Alors maintenant, quelques phrases qu'on a entendues dans la presse. C'est Madame Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique, qui a dit au micro de France Info, en Bretagne, la tempête a eu un impact sur les réseaux, elle a été 3 fois plus forte que celle de 99. Donc on voit qu'on parle de dérèglement climatique avec des phénomènes qui vont être de plus en plus rapprochés, de plus en plus intenses. Typiquement, 99, c'était il y a 20, presque 25 ans. On est en 2023, là où je tourne cette vidéo, on est en novembre 2023, allez, 24 ans à peu près, donc presque 25, mettons un quart de siècle, quoi. Et ce qu'on voit, c'est qu'en 25 ans, là, on a une tempête qui est grosso modo 3 fois plus forte, quoi. Donc c'est ce que nous a dit Madame Pannier-Runacher au micro de France Info. Également, on a eu Madame Marianne Legnaud, la présidente d'Enedis. Donc Enedis, c'est la filiale d'EDF qui gère le réseau de distribution d'électricité. C'est eux qui nous réparent les lignes, mais également, dans la pratique, c'est eux qui s'occupent de la distribution. Donc les derniers mètres de câble juste avant votre compteur Linky, c'est Enedis. Avant ça, c'est RTE, et avant ça, c'est EDF qui produit l'énergie dans les centrales hydroélectriques ou nucléaires. Donc ce qu'on voit, c'est qu'elle dit... Dans certains endroits, en Bretagne et en Normandie, le réseau a été haché menu. Alors moi, je trouve que c'est là ici haché menu. Le terme est quand même vachement fort de la part de la présidente du groupe, hein, qui dit haché menu. Quoi. On imagine qu'il a été taillé en pièces, quoi, hein, comme un saucisson, comme un bout de viande qu'on mettrait dans le hachoir et qui ressort en petits morceaux. C'est quand même des propos assez forts pour dire qu'il y a eu une certaine intensité dans cette tempête Ciaran. Ensuite, je vais vous partager un témoignage de Madame le maire, donc Madame Amélie Carreau, maire de Playben, que je salue d'ailleurs si elle voit cette vidéo. Donc Playben, je ne sais pas si je prononce bien, Playben, ou vous m'excuserez. C'est un petit village, c'est breton, c'est ici, pas très loin de la pointe du Raz d'ailleurs, pas très loin de là où ça a soufflé à 207 km/h. Elle nous livre un témoignage qui est super intéressant. Un témoignage qui pour moi a beaucoup de valeur. Alors, vie de mer, tempête Ciaran. Je vous lis.
Après l'épisode de pollution de l'eau en août 2021, nous revoilà avec les élus à distribuer des packs d'eau potable éclairés à la lumière des phares de tracteurs. Donc clairement, ils étaient dans le noir, quoi, hein. Pour un moment donné se retrouver avec les tracteurs pour s'éclairer dans les rues, c'est qu'il y avait vraiment plus de courant du tout. La tempête a causé énormément de dégâts à Playben. Les 136 km de route étaient jonchés de branches ou de troncs d'arbres. Les équipes techniques aidées des agriculteurs ont fait un travail de dingue pour remettre en service toutes les routes. Un grand merci, effectivement, un grand merci à vous. 48 heures après, des grosses pointes à plus de 200 km. Je pense que c'est à plus de 200 km dans certaines communes. J'ai pas tout compris là, si c'est 200 km/h ou 200 km. La situation reste néanmoins extrêmement compliquée. Les réseaux électriques, très importants ici, sont KO depuis la nuit de la tempête. Quelques secteurs sont revenus depuis vendredi, mais ça reste minime. Donc ce qu'on voit, c'est que la région était dans le noir, à quelques exceptions près. Les réseaux mobiles ont été KO à partir de jeudi matin et sont partiellement opérationnels. Nouveauté vendredi matin, rupture d'alimentation des habitants et des exploitations agricoles en eau potable avec retour à une situation dégradée depuis quelques heures. Et oui, forcément, à un moment donné, il faut des pompes pour alimenter les châteaux d'eau. S'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de pompe. Donc tant qu'il y a de l'eau dans le château d'eau, ça peut descendre par gravité. Quand il n'y a plus d'eau, c'est fini. Et donc on voit effectivement que les exploitations agricoles, comment traire les vaches pour quand il n'y a plus de courant, c'est problématique. C'est problématique pour tout le monde. Intéressant aussi, quasi injoignable depuis 48 heures par téléphone, la situation est extrêmement compliquée et épuisante. Cette expérience aura néanmoins permis de tester et de compléter l'expérience de gestion de crise avec des équations à double ou triple inconnues à résoudre en temps réel. Là, très important, pompiers injoignables par les habitants car pas de téléphone. Ouais, il n'y avait pas de fixe, pas de mobile, pas d'internet, pas d'électricité, rien. Zéro électricité. Comment traire les vaches? Comment surveiller la température des poulaillers? Comment gérer les personnes qui sont sous assistance médicale sans les envoyer aux urgences? Oui. Moi, j'ai eu des cas à l'époque où j'étais secouriste. Je suis intervenu sur une personne, blackout d'électricité chez elle. Elle était sous assistance respiratoire. Elle était IRC, insuffisante respiratoire chronique. Donc, elle avait une petite machine qui lui balançait de l'oxygène dans des lunettes à 2 ou 3 litres minute. 2 ou 3 litres d'oxygène minute. Et forcément, elle était en danger de mort. Et là, effectivement, il y a sûrement des gens qui se sont retrouvés en danger de mort, qui avaient besoin d'appareils avec des assistances respiratoires. Comment on fait dans ces cas-là? Comment gérer les corps qui sont à la chambre funéraire? Oui, effectivement, les chambres funéraires qui sont réfrigérées, à un moment donné, plus de courant, plus de réfrigération. Presque zéro eau. Comment on assure l'approvisionnement des foyers? Comment on approvisionne les élevages ovins? Je pense que c'est bovin qu'elle a voulu dire. Zéro réseau. Comment on communique vers la population? Comment on remonte nos informations critiques au comité départemental de gestion de crise? Comment on est informé de ce qu'il passe? Donc même les autorités entre elles, on voit qu'elles ne peuvent pas communiquer. Là, Madame le maire et ses élus autour, ils n'avaient pas de moyens de communiquer. Ce à quoi d'ailleurs je lui ai suggéré personnellement d'investir dans des CB, qui sont peut-être un matériel idéal puisqu'il n'y a pas de licence à payer et qui fonctionneront très bien dans un cas comme celui-ci, à monter dans des véhicules bien entendu. Un bilan après coup sera l'occasion de formaliser tout ce que l'on a mis en place au pied levé, histoire d'actualiser notre plan de gestion de crise. Très bien, appelé plan communal de sauvegarde. Mais d'ici là, croisons fort les doigts pour espérer un retour de l'électricité en début de semaine au plus tard, et de l'eau dans les prochaines heures, suite aux installations électriques temporaires mises en œuvre cette nuit. Donc j'imagine qu'ils ont mis en œuvre des groupes électrogènes, le temps de pallier justement le manque de réseau électrique, le temps qu'Enedis se répare, en espérant que par chez vous, les dégâts et effets collatéraux aient été moindres. Mission dodo, j'imagine que Madame le maire, que je salue encore, a dû passer pas mal de temps sur le terrain, et bravo à vous. Merci, comme je disais en début de vidéo, à tous ces élus et toutes ces personnes qui se sont données, et je pense qu'effectivement, les nuits ont été un petit peu courtes. Donc bravo à vous. Ensuite, ça c'est une carte que j'ai trouvée, je vous mets le lien sous la vidéo, une carte de l'ARCEP qui donne l'état des réseaux mobiles en Bretagne. Donc là, c'est une carte qui est actualisée au 3/11/2023, donc le 3 novembre, tous les opérateurs confondus. Chaque fois que vous voyez un point sur la carte, c'est soit une station de base qui est complètement en rade, la plupart du temps parce qu'il n'y avait pas de courant, soit partiellement en rade, partiellement endommagée, ou partiellement fonctionnelle. Donc ce qu'on voit, c'est que sur la zone Bretagne, il y en a beaucoup. Ici, là où ça a soufflé, ici dans cette zone, à plus de 150 km/h, avec grosso modo partout au-dessus des 100. Sur la partie Normandie aussi, la partie un peu Hauts-de-France également. Donc on voit quand même qu'il y a pas mal de stations de base. Tiens d'ailleurs, je vous montre une petite vidéo qui dure quelques secondes où on voit l'évolution des pannes depuis la
la fin octobre jusqu'à, alors suivant quand sortira cette vidéo, je la mettrai à jour, la vidéo que vous voyez en ce moment à l'écran, je la mettrai à jour au dernier jour, donc 5, 6, 7, 8 novembre 2023. Donc ce que vous pouvez voir dans cette vidéo qui défile, c'est que on voit tous les points qui apparaissent petit à petit avec l'apparition de la tempête Ciarán et Domingos, notamment la tempête Ciarán qui a eu lieu dans la nuit du 1er au 2 novembre. Donc on voit qu'à partir du 2 novembre, les pannes commencent à apparaître. Alors maintenant, résumons. Les conséquences du coup des deux tempêtes que je viens de vous citer. Plus d'électricité pour 1,2 million de foyers, ça c'était vrai pour Ciarán, plus ceux qui ont été touchés par Domingo, j'ai pas réactualisé les chiffres, mais grosso modo, on voit quand même qu'il y a 1 million de foyers, hein, on est presque 70 millions de Français, 67, 68 millions de Français en France, 1,2 million de foyers, ça doit représenter, si on compte 2 ou 3 personnes par foyer, ça fait 2-3 millions de personnes, quoi, grosso modo, ce qui est pas mal. Plus de téléphone fixe mobile, plus d'internet, hein, évidemment, fixe mobile également, plus d'eau, ce qu'on a vu c'est que les pompes ne fonctionnaient plus d'eau ou quasiment plus d'eau, les secours injoignables, forcément il n'y a plus de téléphone, plus d'internet, les routes étaient impraticables, et dans ces cas-là il y a un arrêt total de l'économie du pays. Clairement, sans courant électrique, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, où j'avais d'ailleurs parlé de sobriété énergétique. Tiens, je vous affiche l'encart de la vidéo que vous pouvez retrouver sur YouTube. Je vous mettrai un lien aussi sous la description, dans laquelle je parlais des risques quand il y a des coupures électriques. Quand il y a des coupures électriques, qu'on n'a plus de courant, aujourd'hui on est complètement dépendant. Toute notre économie dépend de ça. Les banques, les pompes à essence, les magasins, les services logistiques, les pompes à eau, le téléphone, l'électricité, tout l'informatique, Internet, tout ça, ça fonctionne avec du courant. On en est complètement dépendant. Et quand il n'y a plus ça, il y a un arrêt total de l'économie. Alors, on arrive dans le vif du sujet par rapport à cette vidéo. Pourquoi est-ce que ces tempêtes, c'est une bénédiction pour les RRF ? Là, vous allez vraiment dire, mais attends, les tempêtes, elles ont tout pété. Non, non. J'ai décidé d'aborder cette vidéo sous l'angle positif. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction, je vous explique pourquoi. Parce que ces tempêtes plutôt, elles mettent en lumière toutes les failles des opérateurs d'importance vitale. Vous savez, les OIV, c'est EDF, SNCF, la Compagnie Générale des Eaux, les transports en commun, alors pas forcément SNCF, mais ça peut être les RATP en Ile-de-France, ça peut être les compagnies de bus, tout ça, ce sont des opérateurs d'importance vitale. Ça veut dire qu'on a besoin d'eux pour faire tourner le pays. S'ils ne sont pas là, on a un gros manque, et ça a un très 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 fort impact sur notre économie, sur le bon fonctionnement de notre pays. Tout ça, ça met en lumière également la fragilité de nos réseaux de télécommunications, que ce soit Internet fixe ou mobile, donc réseau en général, réseau également électrique, et ça met aussi en lumière toutes les conséquences des choix et des non-choix techniques de chacun de tous ces opérations, de chacun de ces opérateurs, pardon. Par exemple, les opérateurs de téléphonie mobile qui ont décidé soit de ne pas mettre d'alimentation, de ne pas secourir leur station de base, soit de mettre des petites alimentations qui durent 10, 20, 30 minutes, on voit les conséquences de ces choix ou de ces non-choix. Soit on fait le choix de la sécurité, soit on fait le choix du coût, tout simplement, de la réduction des coûts. Quand on réduit les coûts, à un moment donné, on va réduire la résilience, on va réduire la sécurité. C'est mécanique. On va réduire la qualité. Autre choix, par exemple, que EDF a fait, les lignes électriques aériennes qui sont enterrées dans certains pays. Certains de nos voisins, les Allemands par exemple, sont, d'après ce que j'ai pu lire, à 70% de lignes enterrées. Nous, en France, aujourd'hui, on est sur le plan national à peu près 50%. Bon, on peut peut-être atteindre 70, 80, 90%. Je ne sais pas si on peut tout enterrer, au bout d'un moment, les coûts explosent. Mais ça, par exemple, c'est des choix qu'on a fait, des choix ou des non-choix. Peut-être qu'à un moment donné, on s'est dit, non, on ne va pas enterrer les lignes, ça coûte trop cher. Et donc, c'est un non-choix, et ça met en lumière. Ces tempêtes, elles mettent en lumière tous les choix qu'on a faits et les non-choix. Et ça met également en lumière le temps de rétablissement nécessaire. Je vais en parler un peu plus tard, mais ce qu'on voit, c'est que par rapport à ce qui s'est passé, c'est plusieurs jours. Clairement, plusieurs jours, 1, 2, 3 semaines même peut-être, pour aller atteindre les zones les plus reculées, mais grosso modo, il faut plusieurs jours pour tout remettre en place. Et la bénédiction, c'est que tout ça, ça nous est arrivé avant la mise en place définitive du RRF. Bien avant. Le RRF aujourd'hui, je pense qu'il est fonctionnel. Si on prend des terminaux RRF, qu'on va sur le terrain, on doit pouvoir les faire fonctionner. À mon avis, les infrastructures fonctionnent peut-être pas à 100%, mais au moins en mode dégradé ou en mode pseudo-nominal.
Mais là, il n'est pas encore mis en place de façon définitive. Il va commencer par être mis en place normalement au moment des JO. Je ne sais pas s'il y aura du retard, sachant qu'il y a déjà du retard sur le projet, puis étendu dans les prochains mois, les prochaines années à l'ensemble l'ensemble de la France, des campagnes notamment. Donc là, avant cette mise en place, on peut déjà mettre en lumière des soucis et des failles de tous nos OIV et de tous ceux sur qui on est censé s'appuyer pour que ce réseau fonctionne. Alors maintenant, je vais vous parler d'une règle que j'ai inventée, la règle des 99.1. C'est moi, voilà, vous pourrez la ressortir. Je vais la breveter d'ailleurs, y mettre mon nom. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Qu'est-ce que c'est que cette règle des 99.1 ? Il faut partir du principe que tout système, il va fonctionner correctement 99% du temps. Tac. Et 1% du temps, vous aurez des problèmes ou des pannes. Problèmes ou pannes. Donc, c'est cette règle 99.1. Cette règle aujourd'hui, pour moi, elle est valable pour plein de systèmes. C'est se dire, bon, bah voilà, 99% du temps, je sais que mon système il marche, 1%, bah, j'ai des problèmes, il faut le redémarrer, il faut peut-être attendre, ça va revenir. C'est cette fameuse règle qui s'applique à beaucoup de choses. Pour moi, aujourd'hui, elle est insuffisante pour les opérateurs d'importance vitale qui vont qui vont servir le RRF, mais pas que, puisque pour moi, tous les OIV dans le secteur de l'eau, ici, du gaz, de l'électricité et des télécommunications, il faut que ce soit plus. Il faudrait qu'on atteigne 99,9 ou 99,99% et que ce 1% devienne 0,01% dans l'idéal. Donc pour moi aujourd'hui, ce que ça montre, cette tempête, c'est que c'est clairement insuffisant. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on va avoir besoin de ces systèmes pendant les 1% du temps de panne. Voilà, il faut vraiment se dire que dans le cas du RRF ou dans le cas de l'eau c'est absolument vital même pour vivre. Autant le téléphone, on peut s'en passer, mais dans le cas du RRF, pour les secours, on en a besoin, et l'eau également, c'est 1% du temps, on a besoin du système. Si vous achetez un système, par exemple, vous investissez dans un Talkie-Walkie LTE, là, qui passe partout en ce moment, on fait la promo de ces trucs-là, et vous dites, bon, bah moi, ça marche bien 99% du temps, et les 1% du temps où ça marche pas, je m'en fous, je fais autre chose. Vous pouvez prendre un système, ça marche, c'est très bien pour vous. Maintenant, dans un système régalien, vous ne pouvez pas vous permettre 1%, c'est trop d'erreurs. Il faut descendre. Je ne pense pas qu'on puisse atteindre les 100%, mais on devrait pouvoir descendre ce 1%, peut-être à 0,1% du temps, voire 0,01%, encore mieux. Ça, je ne sais pas si c'est atteignable, mais pour moi, voilà, c'est mon avis là-dessus. Cette règle des 99.1 là, que je viens de vous citer, elle est valable pour tous les systèmes, mais elle ne doit pas s'appliquer pour le RRF, qui doit être davantage sécurisé et passer à 99,9-0,1. Il faudrait changer cette règle. Parce que du coup, les conséquences qu'on a vues, c'est que le 1% de panne d'Enedis, Enedis, globalement, ça marche très bien. Le courant, les ruptures, les coupures de courant, enfin moi je suis en Ile-de-France, donc globalement on est bien loti, on a très peu de coupures de courant chaque année. Donc considérons 1% de panne, c'est même beaucoup 1%, dans la pratique on est un peu moins à mon niveau. Ça entraîne dans son sillon tous les autres OIV. L'eau, il n'y a plus les pompes, je vous ai dit. Quand on ne peut plus remplir les châteaux d'eau, forcément, il n'y a plus de pression dans les tuyaux, l'eau descend plus, les châteaux d'eau se vident par gravité, et donc il n'y a plus d'eau au robinet. Le gaz également, parce que toutes les vannes sont pilotées à distance par de l'électricité. Les télécommunications fixes mobiles, ça a entraîné dans son sillon, notamment il y a eu les problèmes de choix et de non-choix, notamment liés aux alimentations de secours qui étaient soit absentes, soit sous-dimensionnées, et arrêt évidemment de tous les autres OIV par manque de courant. La SNCF, par exemple, n'a pas fait rouler ses trains. 1, par sécurité, parce qu'il risquait des chutes d'arbres, mais 2, parce qu'à un moment donné, quand il n'y a plus de courant dans le secteur, les caténaires sont plus alimentés, le train ne peut plus rouler. Donc tous les autres OIV, ils suivent. Donc c'est vrai qu'Enedis, EDF en général, est en pole position, a un énorme rôle à jouer. Sans Enedis, aujourd'hui, toute l'économie s'arrête. Donc c'est vraiment un opérateur d'importance vitale, plus. Alors maintenant, le RRF dans tout ça. Le RRF, du coup, ce qui est bien grâce à tout ça, et comme c'est une bénédiction, c'est qu'on peut faire un premier retour d'expérience sur le réseau RRF avant même qu'il soit mis en place. C'est ça, c'est ce qui est formidable, grâce à ces tempêtes. Ce qu'on voit, c'est que le fonctionnement, il est non garanti pendant et après la tempête. Là où les tempêtes, en l'occurrence, c'était les tempêtes. Notamment pendant la tempête, quand ça tombe, et après les tempêtes, dans les premières heures, ou les premières dizaines d'heures, ou les premiers jours après la tempête, on ne peut pas forcément s'appuyer dessus de façon garantie.
Donc impossible de s'appuyer avec fiabilité sur les réseaux des opérateurs mobiles français parce qu'on a vu que 1, sans courant, il fonctionnait pas longtemps. 2, il y avait peut-être aussi des dégâts qui étaient causés par les tempêtes. Bon, à un moment donné, quand vous avez 200 km de vent, on peut pas faire la lune non plus. Mais je pense on peut accrocher correctement les antennes, on peut faire en sorte qu'il en reste quelques-unes qui continuent de fonctionner, mais surtout on peut faire en sorte que les alimentations soient secourues, de sorte que si Enedis coupe, parce qu'il y a un arbre qui est tombé sur les lignes de tension à côté, ça marche. Donc là aujourd'hui, le premier retour, c'est qu'on n'a pas pu s'appuyer avec fiabilité sur ces réseaux. Ensuite, le temps de rétablissement garanti par contrat de 6 heures. Enedis, le RRF demande à ce que le réseau soit rétabli en 6 heures. Eh ben, il n'est pas tenable à une telle échelle, clairement. Ils auront des amendes, il y a des amendes si ce n'est pas respecté. Là, je vais vous dire une chose, les amendes, vous pouvez mettre 10 millions d'euros d'amende, ça ne sert à rien. Quand tu as besoin du réseau pour communiquer, pour que tes secours communiquent, s'il n'y a pas de réseau, on n'en a rien à foutre de l'amende qui va suivre derrière. Ça a peut-être un côté dissuasif, mais moi ce que je dis, c'est que d'un point de vue opérationnel, les amendes, ça sert absolument à rien. Tout ça, ça va nécessiter d'employer impérativement soit des relais véhiculaires, je ne sais plus lequel est lequel, je le dis juste après, il y en a un c'est les équipes de secours qui l'ont, et l'autre c'est l'opérateur. Donc des relais véhiculaires ou des véhicules de réponse rapide pour déployer des bulles 4G, 5G. Donc là encore, bénédiction pour cette tempête, parce que peut-être qu'il y avait un nombre insuffisant de relais véhiculaires ou de relais de véhicules de réponse rapide qui étaient déployés, qui étaient prévus à déployer sur le RF. Peut-être qu'il va falloir revoir ce chiffre à la hausse. Donc je dis combien, point d'interrogation, chiffre à déterminer. On voit également au niveau RETEX, impossible pour les particuliers d'appeler les secours. Donc ça, il va falloir s'organiser peut-être au niveau des communes pour que la mairie puisse avoir un moyen de communication qui fonctionne. CB, réseau PMR, Talkie-Walkie, réseau RRF sur lequel on puisse s'appuyer, VHF Marine par exemple, ça on peut très bien se servir de la VHF Marine dans tel cas, pour peut-être centraliser les appels, remonter les informations au centre de commandement et au centre opérationnel et éventuellement faire des demandes de secours comme ça. On peut voir ça, mais en tout cas, premier rétex, c'est que retour d'expérience, c'est qu'il est impossible pour les particuliers d'appeler les secours et il est également impossible pour les autorités ou les élus de communiquer entre eux. Merci d'ailleurs à Madame le maire de la commune de Playven, excusez-moi, dont j'ai parlé juste avant, pour son témoignage. Voilà, clairement, qui nous dit moi, je ne pouvais pas communiquer avec ma salle de commandement. Donc, on voit bien que le retour d'expérience là-dessus, donc ça, c'est des questions qu'il va falloir répondre, il va falloir trouver des solutions. Et donc, c'est, je répète encore une fois, une bénédiction qu'on a eue ces tempêtes pour ça. Maintenant, une petite suggestion d'amélioration en vue du dérèglement climatique. Comme on a dit, moi j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans certaines de mes vidéos sur cette chaîne par le passé, les tempêtes risquent de devenir de plus en plus fréquentes, de plus en plus violentes. On va avoir des tempêtes, on va avoir des canicules l'été, ça va monter à 40, 45, 50 degrés. L'hiver, on aura peut-être des pics de froid, puis surtout des grosses phases de pluie, des inondations, des choses comme ça. Donc, suggestion d'amélioration en vue du dérèglement climatique qui peuvent servir à tout le monde. On commence par Enedis ou EDF en général, j'en ai parlé, enfouir les lignes électriques, tout simplement. Donc ça a un coût, ça a un vrai coût, puisqu'effectivement faire passer une ligne au-dessus des champs, entre deux poteaux qui sont espacés de 500 mètres, c'est beaucoup plus simple que de creuser une énorme tranchée sur ces fameux 500 mètres où on peut peut-être pas forcément passer dans les champs facilement. Donc il va falloir enfouir les lignes, ça va prendre du temps, ça va demander énormément de ressources, ça va demander de l'énergie, il va y avoir un coût humain, un coût matériel, parce qu'il faut en plus, quand les lignes elles sont aérées, il y a de la perte en ligne, elles sont refroidies par le vent. Quand elles sont en dessous, les lignes elles chauffent, donc il faut prévoir des câbles un peu plus, avec des sections un peu plus grosses, de façon à diminuer la résistance, ça fait en sorte que l'échauffement soit diminué, parce qu'on est entouré, on est enfoui à 1, 2, 3 mètres sous terre, et tout ça, ça va avoir un sacré coût, ça met du temps. Et c'est pas dit qu'on puisse atteindre les 100%. Donc suggestion pour Enedis. Ensuite, pour tous les opérateurs mobiles, Orange, Bouygues, SFR, Free, notamment en particulier pour les deux, pour Orange et pour Bouygues, qui sont les deux opérateurs de référence du RRF, prévoir des alimentations de secours. Alors, j'ai mis plus robuste, c'est-à-dire que je ne sais pas s'il y en a. Moi, j'ai vu des témoignages sur la page Orange, tiens, je vous mettrai le lien en dessous, je vous l'affiche là, qui parlait de 20 minutes d'autonomie, c'est pas beaucoup.
Donc prévoir soit des alimentations plus robustes, soit une alimentation dans les cas où il n'y en aurait pas, peut-être des batteries. Moi je recommande, dans plusieurs de mes vidéos, je recommande 2 à 3 jours d'autonomie, comme ça vous êtes vraiment tranquille. Autonomie à pleine charge, je précise, parce que c'est dans les moments de crise que les réseaux vont être les plus utilisés. Donc c'est à ce moment-là, prévoyez de la marge sur les batteries, ça représente encore une fois un coût. Ensuite, fournir des véhicules de réponse rapide en nombre suffisant à déterminer, mais ce qu'on voit bien, c'est que là, il fallait couvrir toute la Bretagne. Je ne sais pas combien il faut de véhicules de réponse rapide pour couvrir toute la Bretagne, mais beaucoup. Est-ce que c'est nécessaire? Là encore, il va y avoir des arbitrages à faire, on va en parler juste après. Et enfin, pour les équipes de secours et du RRF, prévoir des relais véhiculaires en nombre suffisant. Voilà, je vous ai parlé de... Les véhicules de réponse rapide, c'est fourni par les opérateurs mobiles pour déployer une bulle pour remettre du réseau là il n'y en a pas. Et pour les équipes de secours, eux, ce sont des relais véhiculaires. Donc, je ne sais pas sous quelle forme seront ces relais, mais sans doute ils partiront avec les véhicules de secours en même temps. Par contre, si vous avez des équipes de secours disséminées aux 4 coins de la Bretagne, comme c'était le cas là, pour déployer, pour dégager tous les arbres, il y aura sans doute pas assez de relais véhiculaires pour tout le monde, quoi. Si chaque fois que vous envoyez une VL ou un SAV ou un fourgon découper un arbre ou porter secours à une personne, il faut envoyer un relais véhiculaire, ça va faire beaucoup. Donc là encore, il va y avoir des arbitrages à faire, il va falloir déterminer tout ça. Mais ce sont des questions. Et cette tempête, elle tombe à pic, puisque avant qu'on mette en place ce réseau, il y a peut-être moyen de se dire, ok, on se laisse encore un peu de temps, on garde Tétrapol. Tétrapol, c'est notre réseau, on le gère, il est régalien, et on améliore les choses côté Enedis, côté opérateur mobile, et ensuite côté interne RRF, équipe de secours, SDIS, BSPP et compagnie. Tout ça, évidemment, ça va augmenter les coûts, donc il y aura une augmentation à prévoir. Là, j'ai mis augmentation générale pour tout le monde. Alors, c'est pas l'augmentation de salaire, c'est l'augmentation des coûts. Vous allez payer plus. À un moment donné, c'est aussi nos impôts qui vont payer, qui permettront de payer ça. Donc, il faut peut-être s'attendre à des augmentations d'impôts dans les mois à venir, ou du moins il y aura des arbitrages. Je vous mets une remarque que j'ai reçue de Marc, il se reconnaîtra sur LinkedIn, il a réagi à un de mes posts, je trouve que sa réponse est extrêmement pertinente, donc merci Marc pour cette réponse, je vous la lis. J'avais parlé du coup de la problématique de l'autonomie électrique des réseaux. Encore un vrai sujet, la sécurisation de l'alimentation électrique d'un réseau, principalement des sites relais, oui, ce sont les stations de base, les sites relais, donc les pylônes avec les antennes autour. Pardon. C'est un facteur de résilience hyper important et cher. Et oui, à un moment donné, quand on veut de la résilience, c'est plus cher. Les alimentations électriques, donc ACDC, les alimentations qui convertissent le 232 volts, les batteries, leur entretien, leur renouvellement périodique, leur surveillance, les groupes électrogènes, les panneaux solaires, etc., ça coûte. Oui, ça coûte parce que forcément, ce sont des batteries qui, 99% du temps, vont rester inactifs. La fameuse règle des 99-1, l'objectif, c'est que pendant les 1% du temps, les batteries, elles prennent leur lait. Donc, ce sont des batteries dites stationnaires qui ne bougent pas, qui sont peut-être parfois maintenues en charge, donc qui vont avoir tendance à s'user parce qu'on ne s'en sert pas. On ne les cycle pas en charge des charges, sauf s'il y a des systèmes intelligents qui permettent de le faire. Mais donc, tout ça, ça demande un renouvellement périodique et ça va coûter plus cher. Je dirais entre 15 et 20% du coût de maintenance d'un bon réseau, et autant en investissement initial, je suis globalement d'accord avec lui, bon, il faudra voir après, est-ce que 15, 20, 25, peut-être 30%. Question d'évaluation des risques et de compromis enjeu-coût, le RRF paraît léger sur ce point. Les réseaux d'opérateurs commerciaux qui le transporteront n'ont pas beaucoup de secours électriques. Oui, c'est vrai, on l'a vu, dans les sites relais, à ma connaissance, effectivement. N'hésitez pas à aller voir l'article en dessous qui est sur la page orange, qui parle d'une vingtaine de minutes d'autonomie, grosso modo entre 10 et 30 minutes d'autonomie, ce qui est pas assez. Donc il y a un vrai enjeu coût à déterminer par rapport à la sécurité et la résilience, le niveau qu'on veut atteindre, qui va demander aux équipes tout simplement d'améliorer la sécurité sans peut-être trop exploser les coûts. Donc il y aura des arbitrages à faire, des choix et des non-choix. Mais de ces choix et de ces non-choix vont découler les prochaines conséquences pour les prochaines tempêtes qu'on connaîtra. Et il y en aura d'autres, des tempêtes, l'histoire nous l'a montré, il y en a toujours eu depuis toujours. On est de plus en plus dépendant aux équipements électroniques, informatiques, télécommunications, à l'électricité, tout ça, et ces tempêtes vont avoir sans doute de plus en plus d'impact sur ces réseaux, et donc il est important qu'on anticipe tout ça, et qu'on fasse que les décisions qui soient prises aillent dans le sens de la résilience au détriment des coûts, plutôt que dans le sens de la réduction des coûts, mais qui pourra entraîner des problèmes, voire des morts, dans les semaines, les mois et les années à venir avec les prochaines tempêtes.
Nous arrivons du coup à la conclusion, je vous la lis tout simplement. Le RRF n'étant pas encore en place, ces tempêtes nous offrent l'opportunité, c'est pour ça que je voulais parler de positif, nous offrent l'opportunité de nous améliorer encore et d'évoluer vers davantage de sécurité et de résilience. Donc ces tempêtes, elles tombent à pic. Elles tombent à pic parce que là, peut-être qu'on avait prévu certaines choses et qu'il va falloir revoir le plan. Tant que c'est pas mis en place, on peut encore l'améliorer, on peut encore se dire, bon cool, on a un réseau de secours qui est Tétrapol qui marche bien, et on va pouvoir, du coup, je l'espère, prendre les décisions qui s'imposent pour améliorer tout ça. Donc des arbitrages entre enjeux et coûts, toujours enjeux et coûts, devront être effectués, et la facture risque d'augmenter. Forcément, ça va coûter plus cher. En plus de l'inflation qu'on a actuellement, des coûts énergétiques et des coûts de matières premières qui vont augmenter, les batteries, tout ça, ça va coûter plus cher. Équiper le parc de batteries, ça va coûter plus cher. Donc merci à tous les acteurs qui contribuent à la reconstruction des infrastructures, qui sont actuellement dans la boue, le froid, le vent, pour nous remettre en fonctionnement nos réseaux d'eau, l'électricité et les télécommunications. J'en profite, petite page de pub. Si les équipes du RAF, si vous avez besoin d'aide pour avoir des conseils terrain, issus du terrain, parce que moi je rappelle que j'ai 15 ans d'expérience terrain, j'ai connu plein de situations en mode dégradé avec la Croix-Rouge, des attentats, des choses comme ça. Le côté ingénieur en plus, n'hésitez pas à me contacter en privé par LinkedIn si vous avez besoin d'un consultant pour améliorer davantage et trouver les bons compromis entre les enjeux et les coûts pour vous aider sur ce projet et l'amélioration de cette résilience. Donc ça vaut pour les équipes du RAF, mais ça vaut également pour les opérateurs mobiles, Orange, SFR, Free et Bouygues. Merci à tous, j'en ai fini avec cette vidéo. Le petit mot de la fin, simplement merci à tous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao à tous.